Maître Naïda, bonjour. Bonjour, Alice. Oui. Bonjour. Euh, Vous venez de réaliser une étude sur la détention préventive au Burundi, une étude commanditée par le Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle. Quel a été votre constat au cours de cette étude? Mhm. Merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi d'abord de préciser ce sur quoi l'étude portait. Alors, formuler de manière générale, l'objet de l'étude était le droit et la pratique de la détention préventive au Burundi. Il s'agissait en fait de voir dans quelle mesure la législation burundaise et la pratique de la détention préventive se conforment aux règles et standards internationaux et constitutionnels en la matière. Alors, je pense ici donc, c'est évident, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui sont en fait applicables au Burundi, non seulement parce que le Burundi les a ratifiés, mais parce que le Burundi les a aussi domestiqués dans son droit interne, par notamment le biais de l'article 19 de la Constitution. Alors, si je parle de la législation, il s'agissait notamment de voir comment la loi numéro 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale intègre et met en pratique une règle essentielle du droit international des droits de l'homme qui dit que avant que la personne ne passe en jugement, la détention doit être l'exception. Alors, il y a plusieurs règles, mais je peux donner un exemple. L'article 9, alinéa 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit que la détention des personnes qui attendent de passer un jugement ne doit pas être de règle. Alors, ce que cela veut dire, c'est qu'il n'est pas prohibé de mettre une personne en détention avant de la juger, comme il est prohibé, par exemple, de torturer, mais cela ne doit pas être de règle. C'est-à-dire que les droits internes doivent fixer des filtres pour que le magistrat instructeur n'ait pas toute la liberté lorsqu'il il place une personne en détention, parce que des fois c'est nécessaire. Mais il ne faut pas qu'il abuse de son pouvoir. Là, lorsque je parle de la pratique, l'étude examinait aussi le fonctionnement de ce que l'on appelle dans le jargon la chaîne pénale, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'administration de la justice pénale. Je fais allusion notamment à la police judiciaire, au ministère public, qu'on appelle couramment parquet, et aux juridictions, c'est-à-dire les cours et tribunaux, mais aussi aux prisons. Donc, en ce qui concerne comment ces institutions, ces acteurs fonctionnent, en ce qui concerne la détention préventive. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais l'un des problèmes essentiels en ce qui concerne le fonctionnement de la chaîne pénale concernant la détention préventive, c'est qu'il existe ce qu'on appelle dans la recherche une chaîne pénale officieuse ou une chaîne pénale parallèle, c'est-à-dire des acteurs qui n'ont pas de pouvoir dans la loi, mais qui interviennent tout de même dans la manière dont la détention préventive s'exerce au Burundi. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais on pense notamment ici aux acteurs comme les jeunes du parti au pouvoir qu'on appelle Imbonerakure, mais aussi certains cadres du parti au pouvoir, ou certains dignitaires qui ont des fonctions dans le pouvoir exécutif, mais des fonctions qui ne leur donnent aucun pouvoir en matière pénale, mais ils interviennent quand même dans l'administration de la justice pénale en général, et particulièrement dans la détention préventive. Il s'agissait donc d'examiner la question sous ces deux angles, mais sans oublier aussi un axe très important qui concerne la vie des gens qui sont détenus, la vie des gens qui sont en détention, parce que
un principe fondamental du droit international des droits de l'homme. Je fais notamment référence à l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dit que toute personne est privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de sa dignité et de la dignité inhérente à la personne humaine. Et il y a aussi d'autres règles, notamment ce qu'on appelle les règles Mandela, c'est-à-dire l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Alors, les personnes qui sont en détention ont quand même, il y a un certain standard concernant notamment les lieux dans lesquels ils sont détenus, les droits qu'ils ont, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la santé, ainsi de suite. Et l'étude examinait aussi l'état, la situation sous cet angle-là pour voir où on en est. Et à différents endroits, non, pardon, chaque fois que c'était nécessaire, l'étude essayait aussi d'intégrer la dimension genre, parce qu'il y a des problèmes spécifiques liés notamment à la détention des femmes. Oui, on y reviendra certainement en détail. Et justement, dans votre étude, vous dites que selon les textes nationaux et internationaux, la liberté est la règle et la détention l'exception. Mais cependant, on constate qu'au Burundi, la détention avant jugement est plutôt considérée comme la norme. Pourquoi, selon vous et selon ce que vous avez pu voir lors de votre étude? Merci beaucoup. Donc, il y a des problèmes d'ordre purement juridique, c'est-à-dire qui sont liés notamment aux insuffisances du code de procédure pénale, mais il existe aussi des problèmes pratiques, donc concernant comme la manière dont fonctionne ce que l'on pourrait appeler le système pénal en pratique. Alors, dans la loi, il y a plusieurs problèmes. Je peux en donner des exemples. Donc, le premier concerne les conditions requises pour placer une personne en détention. Alors, il faut que j'explique la logique de toute les législations, en fait, concernant le placement en détention préventive, pour appliquer le principe que la détention doit être l'exception. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans toutes les législations, il existe des critères qui doivent être remplis pour qu'une personne soit placée en détention. L'un de ces critères, c'est le degré de gravité de l'infraction. Le degré de gravité de l'infraction reprochée à une personne avant de la placer en détention. Alors, en droit burundais, selon l'article 154 du Code de procédure pénale, le placement en détention préventive est possible lorsqu'on reproche à une personne une infraction punissable d'au moins une année de servitude pénale. Déjà à ce niveau, le seuil est trop bas à mon avis, parce qu'il y a des infractions de petite gravité, de moindre gravité, si je me permets d'utiliser l'expression, mais pour lesquelles une personne peut toujours être placée en détention préventive. Et ce n'est pas le cas dans toutes les législations. Et pouvez-vous donner des exemples par rapport à ces petites infractions? Oui, il y a si vous prenez le code pénal et d'autres infractions, vous trouvez qu'il y a de petites infractions punissables qui sont punissables de plus d'une année. Je peux donner des exemples. Si on dit par exemple la révélation du secret professionnel, c'est punissable d'une année. Les imputations dommageables, donc lorsqu'on a tenu des propos qui puissent entacher l'honneur d'une personne, les injures, les outrages au chef de l'État, les jeux de hasard,
les loteries, l'homosexualité, donc le fait d'avoir des rapports sexuels pour des personnes de même sexe. Outre que dans beaucoup de législations, cela n'est même pas une infraction, mais au Burundi, c'est une infraction punissable de 2 ans. Et si donc ces 2 ans, ça peut justifier le placement en détention préventive. De petites infractions comme la polygamie ou la polyandrie, donc je ne pense pas choquer la conscience du plus chrétien de vos auditeurs en disant que cela est une petite infraction, parce que cela relève de manière générale des rapports privés entre personnes. Donc ce n'est pas ce que le droit pénal n'est pas censé s'occuper de ça, mais au-delà de s'occuper de ça en droit burundais, la personne peut être punie pour ça, mais peut aussi être placée en détention préventive pour ces infractions. Ça n'existe pas dans la plupart des législations du monde actuel. Il y a le deuxième problème dans la législation, mais qui est aussi lié à la pratique, c'est ce que l'on appelle les indices suffisants de culpabilité. Ici, il y a une précision qui doit être faite, c'est que si on parle de détention préventive, on parle quand même d'une phase d'instruction. On n'est pas encore au niveau du procès lui-même. Donc, il n'est pas requis que le ministère public prouve que la personne est coupable pour qu'il y ait détention préventive. On ne demande pas qu'il y ait des preuves qui établissent la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Mais on demande quand même qu'il y ait des indices. Pourquoi est-ce qu'on demande qu'il y ait des indices? C'est pour éviter que le tout petit soupçon, le moindre soupçon qu'on aurait à voir puisse entraîner le placement d'une personne en détention préventive. Mais le problème avec ce critère qui est censé limiter l'usage de la détention préventive, c'est qu'en fait, dans la pratique burundaise, les magistrats ne considèrent pas qu'ils doivent vérifier que ces indices existent. Ils disent de manière générale que la culpabilité, c'est une question qui sera examinée plus tard. Et donc, ils ferment les yeux, si j'utilise une expression simple, sur la question des indices de culpabilité. Et cela a pour conséquence que la détention préventive se généralise. Dans la loi également, un autre problème qu'on pourrait signaler, il y a plusieurs problèmes. Je souligne un autre qui me paraît être l'un des plus importants, c'est le délai qui est passé avant qu'une personne ne soit présentée devant un juge. Et c'est un délai trop long à mon avis, et ce n'est pas seulement mon avis, mais au regard des standards internationaux. Permets-moi d'illustrer un peu. Donc, d'abord, pour le principe lui-même, on considère qu'en matière de détention préventive, la plus grande garantie, c'est que la personne détenue puisse être présentée devant un juge. Le juge qui fera quoi? Qui vérifiera si justement il existe des indices de culpabilité ou s'il existe des craintes que la personne pourrait fuir ou que la personne pourrait exercer une pression sur les témoins ou que la personne pourrait continuer à commettre l'infraction. Vérifier tout cela et décider alors que la détention se poursuive ou s'arrête. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que le juge intervienne? C'est parce que les acteurs qui interviennent avant, notamment la police judiciaire et le ministère public, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants, même en théorie. Même en théorie, ils ne sont pas indépendants. Donc, le regard d'une autorité indépendante comme le juge, c'est la garantie la plus importante en droit international des droits de l'homme. Alors, au Burundi, le problème, c'est que donc ce regard intervient très tard, je dirais même trop tard, même lorsque les règles ont été respectées. Parce que dans plusieurs législations, ce regard intervient après 48 heures ou 24 heures.
Et selon les standards internationaux, et donc notamment la jurisprudence du Comité international relatif du Comité international des droits de l'homme, la personne ne peut pas passer plus de 4 jours avant d'être présentée devant le juge. Mais au Burundi, donc, la loi donne au magistrat du parquet d'émettre ce que l'on appelle un mandat d'arrêt. Et dans certains articles, on parle de mandat d'arrêt provisoire. Et le mandat d'arrêt, il a une durée de 15 jours. Il a une durée de 15 jours. Mais dans la pratique, dans plus de 80% des cas, la personne qui est présentée devant le magistrat du ministère public a déjà été en rétention. On parle de rétention. Donc, à la police, dans ce que l'on appelle la garde à vue. La garde à vue. Et la garde à vue, elle a une durée de 7 jours, mais la loi permet que la garde à vue puisse être renouvelée. Donc, 7 jours fois 2 fait 14. Et donc, fait 14. Justement, maître, sans vous couper la parole, dans cette étude, si je ne me trompe, vous relevez qu'un inculpé peut attendre jusqu'à 49 jours avant de comparaître devant le juge, ce qui dépasse de loin les standards internationaux. Oui, oui. Et cela est un énorme problème lorsque la jurisprudence du Comité des droits de l'homme dit que le délai maximal de présentation de la personne détenue ne peut pas dépasser 4 jours et que l'on se permette dans notre législation de détenir pendant 49 jours, cela est quand même un abus énorme. Mais le plus grand problème, c'est que même ce délai n'est pas respecté. Donc, des enquêtes des organisations des droits de l'homme et même des enquêtes faites par l'administration publique elle-même montrent que, eh bien, ce délai n'est pas respecté. L'étude relève beaucoup d'exemples, mais je pourrais me permettre d'utiliser, donc, de faire une mention quand même d'un cas assez atypique. C'est le cas de monsieur Claude Christian Boutoyi, qui est en détention préventive depuis 9 ans et 10 mois, peut-être déjà 10 ans déjà, parce que 10 mois, je comptais à partir du dépôt du rapport de l'étude. Donc, ceux qui ne sont pas familiers avec l'affaire, c'est la personne a été arrêtée suite à l'assassinat des religieuses de Kamenge en 2015. Et il y a beaucoup de soucis relatifs à ce procès, notamment l'état mental du détenu lui-même, qui fait qu'en réalité, il ne devrait pas faire l'objet d'un procès pénal. Mais si on se limite à la question de la détention préventive, le fait que ce monsieur soit détenu pendant une période aussi longue, alors que dans un droit burundais, sa détention aurait dû être contrôlée au plus tard, après 49 jours, c'est un problème énorme. Mais je donne juste cet exemple parce qu'il fait partie de ceux qui m'ont le plus frappé. Mais sinon, le dépassement des délais en matière de contrôle de la détention est une affaire est assez courant. Et pour revenir aux indices suffisants de culpabilité, vous montrez que le juge a du mal à bien distinguer les simples soupçons des indices sérieux de culpabilité. En quoi son manque de rigueur dans l'appréciation de la culpabilité porte-t-il préjudice à la protection des droits des personnes soupçonnées? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Bon, en fait, si le juge a de la légèreté dans le contrôle des indices de culpabilité,
la conséquence va être que la détention préventive va être très facile. Donc, pour le ministère public, qui est demandeur devant le juge en matière de détention préventive. Cela va dire que si le niveau de gravité d'une année est rempli, et s'il y a des soupçons que la personne pourrait fuir, la personne va être systématiquement, le juge va systématiquement confirmer la détention, et l'implication va être que la détention va en fait être la règle. Et la vérification des indices est un moyen en fait important de limiter le recours abusif à la détention préventive, parce que c'est le seul moyen pour le juge de vérifier qu'il y a quand même des reproches sérieux, qu'il pourra en fait y avoir un véritable procès pénal qui pourra aboutir à la condamnation. Sinon, si on ne vérifie pas donc les indices, eh bien tout le monde pourrait être placé en détention préventive. Il suffirait juste que le ministère public dise, eh bien, je te soupçonne de cela, et qu'il écrive sur papier que l'infraction, c'est atteinte à la sûreté de l'État ou vol, ainsi de suite. Alors, il doit y avoir un certain filtre. Il doit y avoir un certain filtre qui montre qu'il y a en réalité donc quelque chose qu'on reproche à la personne. Donc, de manière générale, donc, ne pas vérifier avec rigueur l'existence d'indices de culpabilité expose presque tout le monde à être placé en détention préventive. Ça tend à généraliser le recours à cette mesure qui devrait être exceptionnelle en principe. Maître, même si vérification d'indices devait avoir lieu dans un pays où on n'a pas à proprement parler de police scientifique, où on n'a pas la technologie pour vérifier des empreintes, de l'ADN, ou peut-être on n'a pas vraiment de médecin légiste à proprement parler, est-ce que, même si vérification devait y avoir, est-ce que ces condamnations-là ne partent pas sur plutôt des indices circonstanciels et des témoignages? Oui, mais merci. Bon, en fait, les indices, c'est une notion assez générale, même les preuves, en fait. Il ne doit pas seulement s'agir donc de preuves scientifiques. Et pour certaines infractions, on n'a même pas besoin de preuves scientifiques. Hein. On n'a même pas besoin de preuves scientifiques. La notion d'indice est assez générale, Elle peut reposer, comme vous le dites, sur des témoignages préliminaires, en fait, qui seront vérifiés plus tard pendant le procès. Et les indices pourraient reposer pourrait consister en des documents, il pourrait consister en des objets saisis, par la police pendant l'enquête, et qui font un certain lien entre l'infraction reprochée et la personne qu'on présente devant le juge. Et donc, il devrait être possible d'avoir ces indices lorsqu'on soupçonne en fait qu'il y a eu une infraction. À côté de la détention préventive et aussi sur des indices pouvant amener jusqu'à la culpabilité, il y a aussi la problématique de la détention en soi, et de la surpopulation carcérale. Vous dites dans votre étude que la surpopulation carcérale est extrême dans la majorité des établissements pénitentiaires. Pourriez-vous décrire en quoi cette situation aggrave spécifiquement la condition déjà précaire des détenus en attente de jugement?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Permets-moi d'abord de souligner en fait que en vertu des règles Mandela, donc des standards minimaux de détention, les personnes qui attendent de passer un jugement devraient être détenues séparément des personnes déjà condamnées. Et cela en réalité est une mesure non seulement qui profiterait aux détenus préventifs, mais qui pourrait aussi être une bonne mesure de politique criminelle parce qu'on ne voudrait pas que les personnes qui sont peut-être au fond innocentes vivent tout le temps avec des condamnés à perpétuité qui pourraient être une très mauvaise influence pour eux. Mais concernant la surpopulation carcérale, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et permettez-moi de donner certains chiffres quand même qui illustrent le problème avant de parler de ses implications sur la vie des détenus. C'est que l'étude a pu montrer que, eh bien, au niveau national, eh bien, le taux moyen d'occupation des prisons, est de 337,19%. Ça, c'est une moyenne nationale. Mais il y a des prisons qui sont dans une situation pire que la moyenne, bien sûr. L'exemple, c'est la prison de Muramvya, qui a un taux d'occupation de 890%. Eh bien, avec une telle surpopulation carcérale, eh bien, il y a une série de problèmes liés à l'alimentation des détenus, liés aux conditions de logement qui font en fait que il y a des détenus, et ça c'est un des constats de l'étude, qui pratiquement louent aux autres détenus une place pour se coucher. Et lorsque je parle des détenus qui sont bailleurs, entre guillemets, ce sont les détenus les plus anciens qui ont un certain statut. Cela, c'est un problème de sociologie pénitentiaire, notamment ceux que l'on appelle des généraux. Ils ont un certain pouvoir et puisqu'il n'y a pas de cellule, ça peut faire en fait que certains détenus louent même une place pour se coucher à ces généraux parce que tout simplement, il y a énormément de détenus par rapport à la capacité carcérale de chaque détention. Et permettez-moi aussi de donner un autre chiffre ici, c'est que l'ONG Nabariza, qui n'est pas des plus bavards dans le contexte burundais, a pu établir qu'il existe que plus de 93,26% des détenus sont, entre guillemets, mal hébergés. Donc, c'est-à-dire, ils sont hébergés dans des conditions en deçà des standards minimums. Et cela est quand même un chiffre assez inquiétant. Donc, la surpopulation carcérale a des conséquences énormes sur les lieux, donc l'aération des cellules, sur l'alimentation, sur l'accès aux soins de santé. Et c'est une source en fait de violation de quasiment tous les droits sociaux des personnes détenues, et en particulier des personnes qui attendent de passer un jugement. Maître, toute cette problématique par rapport à la détention préventive,
on amène à un autre problème qui est l'indépendance de la justice. Et vous le soulignez très bien dans votre étude, quelle influence de l'exécutif et des autorités sécuritaires sur le fonctionnement de la justice à travers ce qu'on a appelé le fameux concept de la quadrilogie. Cette immixtion, comment affecte-t-elle les décisions de placement ou de maintien en détention préventive? Mhm. Merci, merci. C'est une très bonne question. Justement, donc, le manque d'indépendance de la magistrature, si vous me permettez de rappeler le principe, fait qu'en réalité, toutes les garanties qui existent contre le placement arbitraire en détention sautent, ne servent presque à rien. Et il y a beaucoup de problèmes d'ordre statutaire liés liés aux conditions socio-économiques des magistrats qui affectent donc leur indépendance et l'ingérence quotidienne dans leur travail. Mais vous mettez le doigt sur un problème très important, donc concernant la stratégie nationale de sécurité qui fait en fait que la préservation de la sécurité mobilise l'administration, les forces d'ordre de sécurité, la population, mais aussi la justice. En fait, les gens qui ne suivent pas la problématique au quotidien croient que lorsqu'on parle de la justice dans la stratégie de sécurité, on parle seulement du ministère public. Si on parlait du ministère public, cela pourrait d'une certaine manière être justifié parce que c'est un corps aussi qui est proche de l'exécutif et qui est censé mettre en place la politique criminelle. Mais le problème le plus important, c'est que si vous observez les réunions, ce qu'on appelle les réunions de sécurité, c'est qu'elles impliquent aussi des magistrats assis, donc des juges, et surtout des chefs de juridiction. Des chefs de juridiction qui sont donc responsables notamment des juridictions dans lesquelles la détention préventive va être contrôlée dans ce que l'on appelle les chambres de conseil. Et dans ces réunions, si une chambre de conseil a libéré une personne que l'administration ou les services de sécurité voudraient maintenir en détention, eh bien, ces magistrats sont grondés. Ils reçoivent, dans le pire des cas, des demandes d'explication ou subissent même des sanctions. Cela est un secret de polichinelle. Alors, cela en fait que toutes les garanties imaginables de protection contre la privation arbitraire de liberté volent en éclat. Parce que, eh bien, si le juge n'est pas indépendant, bon, il ne peut pas être un garant des libertés des citoyens. Et spécifiquement en cette matière, c'est donc une personne qui représente une menace, entre guillemets, pour la sécurité a été remis en liberté, mais que le juge est grondé pour cela. Vous comprenez que cela pose un problème. Mais il y a une problématique liée à cela, c'est la problématique de ce que nous appelons dans l'étude l'usage politique de la détention préventive. Et cela peut-être, on aura l'occasion d'y revenir, je ne veux pas anticiper. Avant de continuer justement par rapport à la fameuse quadrilogie, est-ce qu'elle ne favorise pas plutôt
la détention préventive, parce qu'on a vu que certains membres de la population, on va parler des jeunes du parti au pouvoir, qui se sont donné le pouvoir d'arrêter des citoyens et surtout de les emprisonner. Est-ce que, au lieu de favoriser, est-ce que ce n'est pas un frein plutôt à la justice? Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer en fait. Que il y a d'abord l'implication de ces jeunes dans la, dans l'arrestation des personnes. Mais on pourrait se dire que en soi, cela n'est pas un problème au niveau de l'arrestation, parce que la législation prévoit que en cas de flagrance, des personnes qui n'ont pas de titre pourraient appréhender une personne et la présenter devant l'autorité assez rapidement. Mais le plus grand problème, c'est lorsque donc, la personne censée contrôler la mise en mouvement des règles de détention préventive perd toute son indépendance, parce que tout simplement, il est grondé par ses imbonerakure, ou il est grondé par l'administration, ou les services de sécurité dans ces réunions-là. Alors, par rapport à la surpopulation carcérale, il y a une alternative qui est en fait la liberté sous caution, qui est la seule alternative à cette problématique, mais elle reste inaccessible à beaucoup en raison du montant élevé de la caution ou de l'exclusion de certains délits ou crimes. Quelle option concrète vous proposez pour élargir l'accès à des alternatives crédibles? Merci beaucoup. Donc, vous soulignez un grand problème. Là, donc, le recours aux alternatives à la détention, notamment par l'usage de la caution, eh bien, il y a l'étude fait des propositions sur la réforme du droit de la caution en matière de détention préventive. La première concerne donc la révision du mode de détermination de la caution, parce que en droit actuel, on y intègre aussi la possible indemnisation de la victime au terme du procès. Et cela, donc on tient compte de la possible indemnisation de la victime dans le calcul de la caution. Et cela est un problème non seulement sur le plan des principes, parce que nous parlons d'un présumé innocent, mais l'implication pratique est que la caution devient inaccessible pour le commun des justiciables. Je pourrais donner un exemple. S'il y a un domestique, par exemple, à qui on reproche d'avoir volé, notamment une pare-brise dans un véhicule de son patron, eh bien, et qu'on calcule la caution, non seulement en pensant au montant important pour lui, qui pourrait lui empêcher de fuir, mais aussi en pensant à la possible indemnisation du patron pour la pare-brise. La calcul de la caution va tomber dans des centaines de milliers, voire un million ou plus, et ça va faire tout simplement que la caution ne soit pas un moyen de limiter le recours à la détention. La deuxième limite du droit de la caution est que l'étude recommande de revoir, c'est justement l'exclusion de certaines personnes de cette mesure alternative, notamment aux personnes reprochées
des violences sur le genre ou des personnes à qui on reproche des infractions d'une grande gravité. Ici, donc, l'étude rappelle que, eh bien, la gravité de l'infraction ne devrait pas être un motif qui empêche d'utiliser l'alternative à la détention, parce que nous parlons toujours d'une personne présumée innocente. Donc, on ne peut pas avoir des infractions qui entraînent automatiquement un placement en détention préventive, comme ce que l'on a pu avoir dans certains droits européens anciens, où l'on parlait de mandat d'arrêt obligatoire. Donc, il n'y a pas, ça c'est une aberration compte tenu de l'évolution actuelle du droit international des droits de l'homme, qui montre clairement justement que le placement en détention préventive doit être l'exception et non la règle. Oui, Maître Naïla Aja, nous avons vu que la détention préventive a été utilisée pour des raisons politiques, notamment contre des opposants et des défenseurs des droits humains. Comment renforcer les mécanismes de contrôle pour éviter de tels abus? C'est une très bonne question. Eh bien, surtout à partir de 2015, on a observé un recours quasi systématique à la détention préventive contre toutes les personnes à qui on reprochait des infractions, que l'on peut appeler de nature politique. Mais je dis de nature politique entre guillemets parce que au fond, s'il n'y avait pas des abus en matière d'administration de la justice, ça serait de véritables infractions. Je parle notamment ici donc des infractions comme l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ou de l'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, atteinte à l'intégrité du territoire national, rébellion, et ainsi de suite. Alors, quelle observation qu'a pu faire l'étude? C'est que concernant ces infractions, et alors, sans nuance possible, la détention est la règle. La détention préventive est la règle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il n'y a pas de prévenu libre concernant ces infractions. Alors que quand même, quel que soit le contexte de sécurité dans lequel on peut se trouver, eh bien, avant qu'un jugement ne soit rendu, quelle que soit la nature de l'infraction, la personne est présumée innocente. Et donc, la détention devrait être l'exception et non la règle. Alors, comme tu le dis très bien, eh bien, ces infractions, compte tenu de leur caractère fourre-tout, d'une certaine manière, eh bien, on les utilise pour l'arrestation des acteurs gênants de la société civile, des journalistes, des militants de partis politiques d'opposition. Et la première chose, donc vous parlez de stratégie, mais la première chose, c'est que il faut que les acteurs de la justice prennent conscience que quelle que soit la nature de l'infraction, eh bien, la présomption d'innocence est la règle et la liberté aussi doit être la règle. Donc, les conditions posées pour le placement en détention préventive sont générales et elles concernent aussi ces acteurs de la société civile, ces politiciens à qui on reproche ces infractions dont je viens de parler. Et concernant les stratégies, eh bien, je ne pourrais que recommander donc les alertes continues comme cela se fait souvent par la société civile ou certaines organisations, la dénonciation de ces abus dans les médias ou dans d'autres canaux. Mais puisque nous parlons de ce problème, je ne voudrais pas quand même donner
le sentiment que la détention préventive est seulement utilisée à des fins politiques. Eh bien, il s'agit d'un problème général de justice pénale qui affecte donc tous les justiciables. Mais la nature de la détention préventive, donc le fait que l'on ne doive pas établir la culpabilité de la personne avant de la détenir, et le fait que les premiers acteurs soient des gens qui ne sont pas indépendants, donc le ministère public et la police, rend cette mesure-là, donc la détention préventive, vulnérable aux abus du pouvoir. Alors, maître, vous insistez sur la responsabilité des divers acteurs de la chaîne pénale quant au respect de la loi, qu'il s'agisse du ministère public et des juridictions ou de l'administration pénitentiaire. Que préconisez-vous pour mettre un terme aux pratiques illégales, comme le non-respect des décisions de libération? Ah, c'est une excellente question. Bon, en fait, il y a des mesures qui existent déjà dans notre droit, qui devraient être appliquées et d'autres qu'il faudrait instaurer. Si je parle des mesures qui existent déjà, il faudrait commencer quand même, c'est déjà trop tard, d'engager la responsabilité pénale des acteurs qui mettent ou maintiennent illégalement des personnes en détention. Parce que dans le code pénal, eh bien, la détention illégale et même la détention qui dépasse les délais, en supposant même que les conditions de départ étaient remplies, c'est une infraction. Mais si vous enquêtez dans les archives des juridictions pour trouver une personne qui aurait été condamnée pour cela, eh bien, on n'en trouve pas. La deuxième chose, au niveau toujours de la responsabilité, ça serait d'engager la responsabilité, en fait, civile de ces gens, et leur demander d'indemniser les victimes de détention abusive. Et parlant de responsabilité, il y a en réalité aussi une responsabilité de l'État lui-même, parce que si des acteurs de la chaîne pénale violent les droits des justiciables, eh bien, la responsabilité de l'État devrait être engagée. Donc, l'État devrait réparer les dommages subis par les victimes de détention illégale. Alors, cela, eh bien, la première chose qu'il faudrait faire, notamment pour les militants des droits de l'homme, c'est vraiment de sensibiliser l'opinion sur l'existence déjà de ces mécanismes, d'engagement de responsabilité des acteurs qui violent les libertés. On a un système judiciaire qui a beaucoup de soucis, qui manque d'indépendance, mais quand même, ça sert à quelque chose de porter plainte. Et l'expérience a déjà montré, notamment autour des années 2000, que l'engagement de la responsabilité des acteurs de la chaîne pénale, notamment en matière de torture, avait donné certains fruits. Donc, on pourrait faire la même chose pour les abus de la détention préventive. Alors, il y a aussi d'autres mesures qui pourraient être prises pour améliorer de manière générale le fonctionnement de l'administration pénale. On pourrait notamment penser à la digitalisation des services judiciaires et pénitentiaires, parce que ça peut étonner une personne qui n'est pas familière avec le fonctionnement du système pénal burundais, qu'on peut, dans une prison, perdre
le dossier d'une personne et se retrouver en fait avec des personnes dont on ne sait pas quand ils sont allés en prison. Et cela est inimaginable en 2025. Des efforts, de petits efforts qui pourraient être faits par le pouvoir pour faire en sorte que ces soucis pratiques ne se posent plus. Sinon, il faut un regard vigilant donc des acteurs comme la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, pour faire en sorte que, eh bien, pour rappeler à l'ordre d'une certaine manière tous les acteurs concernant le souci concernant le respect des droits des personnes. Et ici, donc, de ne pas abuser du droit de détenir. Et l'expérience a en fait déjà montré que le pouvoir écoute la CNIDH. Donc, il faut que la CNIDH utilise son pouvoir. Oui, maître, tout à l'heure, vous évoquiez la torture, d'autres méthodes utilisées par la police ou le service national de renseignement. Vous me permettez de revenir sur la détention préventive un tout petit peu. Depuis 2015, on remarque que justement la détention préventive semble être détournée de sa vocation initiale pour devenir un outil de répression contre des voix dissidentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le régime en place instrumentalise cette mesure contre les opposants politiques, les journalistes ou les activistes? Eh bien, merci. Bon, en fait, parlant de torture, c'est la question précédente, je m'excuse. Je parlais de l'engagement de la responsabilité de l'État. Je pourrais dire qu'à un certain moment, l'engagement de la responsabilité de l'État avait marché concernant donc la lutte contre la torture. Et je disais qu'il y a la même logique pourrait être suivie concernant les abus de la détention préventive. Et pour revenir donc à votre question, eh bien, on remarque justement que la détention préventive et qu'on abuse de la détention préventive pour priver de liberté des acteurs de la société civile, des acteurs politiques ou toute personne donc qui exprime une opinion qui n'est pas qui ne plaît pas au pouvoir. Et cela donc je le disais, mais je vais le répéter, cela passe par la fabrication des infractions et la pratique consistant à faire que pour certaines infractions, la détention soit la règle, qu'on ne contrôle même plus l'existence de ces indices. J'ai parlé notamment donc de l'usage des infractions comme l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ou l'atteinte à la sûreté ou à la sûreté extérieure de l'État, les deux infractions. En gros, c'est une façon de faire taire ou de réprimer ceux qui ont une voix dissidente du pouvoir. Oui, c'est à cette fin qu'on utilise généralement cette infraction. Mais pour donc faire un lien avec la détention préventive, eh bien, pour ces infractions, eh bien, si vous enquêtez dans les parquets, les juridictions burundaises, vous ne trouvez pas de personnes qui comparaient au tribunal en liberté lorsqu'on lui reproche ces infractions. Donc, non seulement on fabrique des infractions, mais on fait en sorte que, eh bien, pour ce type d'infraction et pour ce type d'inculpé et de prévenu, eh bien, on met en détention préventive systématiquement. Alors que si le système fonctionnait normalement,
eh bien, le gros des prévenus devrait être en liberté, devrait aller d'eux-mêmes au tribunal, parce que, comme je le disais, la détention est l'exception et la liberté est la règle. Merci, maître. Aujourd'hui, de nombreux rapports font état d'arrestations arbitraires visant des militants du CNL, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits humains. Quels sont les motifs? Bon, vous en avez parlé, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, mais quels sont les autres motifs derrière ces arrestations arbitraires? Merci. Bon, je ne voudrais pas aller au-delà de l'étude, mais donc l'usage de la détention préventive à des fins politiques, justement pour fonction de faire taire des opposants ou de les éliminer, du champ politique, de faire en sorte qu'ils ne remplissent pas les conditions pour se faire élire, par exemple, ou de les faire taire de manière générale, de les faire taire, de faire qu'ils ne puissent pas participer aux élections notamment, et donc de laisser le champ libre au parti au pouvoir. Mais la détention des spécifiques, donc des militants du CNL, ce n'était pas un point spécifique traité par l'étude. Alors, maître, à quel point aujourd'hui, à quel degré la magistrature burundaise était instrumentalisée par le régime en place, le CNDD-FDD, dans la stratégie d'intimidation ou entraînant, pour la plupart des cas, à la détention préventive? Merci beaucoup, merci. Donc, l'instrumentalisation de la justice se fait vraiment c'est à des niveaux inquiétants, Donc, on est déjà familier des rapports qui établissent l'existence, donc on l'a mentionné, de chaînes pénales parallèles, donc des officiers ou des responsables politiques qui passent des coups de fil à des magistrats qui siègent dans une chambre de conseil pour statuer sur la détention préventive, en fait pour donner des ordres de ne pas libérer des opposants ou de libérer éventuellement des militants du parti au pouvoir comme des Imbonerakure qui exceptionnellement auraient pu être arrêtés. Donc cela, c'est une instrumentalisation de la détention préventive et en fait un détournement de cette mesure. Alors, je disais que le degré est inquiétant parce que, eh bien, l'étude a pu montrer que, eh bien, dans certaines situations, eh bien, le magistrat burundais n'attend même plus ce coup de fil de cette personne d'en haut, mais il a déjà intégré que cela se passe en fait, et ça fait que s'il a une personne qui a un engagement politique devant lui, eh bien, il va confirmer la détention préventive de manière systématique, sans vérifier les conditions qui sont dans la loi, parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver si la personne était libérée. Donc, les magistrats ont déjà intégré donc cette, je ne dirais pas révérence à l'exécutif, mais c'est une
ils ont peur et cela fait qu'ils perdent toute leur indépendance. Alors, vous parlez de magistrats qui, qui s'autocensurent, on va dire, aujourd'hui, mais on voit qu'aussi que la criminalisation des opposants et la détention préventive et prolongée ont contribué à museler l'espace civique et à décourager la contestation. Et quel impact concret observez-vous sur la liberté d'association, la presse indépendante et les organisations de défense des droits humains? Mhm. Bon, merci beaucoup. Donc, la première conséquence, justement, c'est pour les organisations ou les militants politiques qui sont toujours présents au Burundi. Le premier réflexe, justement, devient l'autocensure, devient l'autocensure parce que ils ne veulent pas, bon, finir en prison. Et donc, l'exercice des libertés, de la liberté d'association, eh bien, devient un énorme problème. Et cela concerne aussi les militants politiques. Eh bien, le placement en détention, c'est quand même un niveau élevé d'abus de pouvoir. Et lorsqu'une personne est placée en détention, ça a des implications énormes, non seulement sur sa liberté, mais aussi sur sa carrière, sur sa vie sociale, sur sa vie familiale. Et cela fait que donc beaucoup tout simplement de potentiels acteurs arrêtent de s'engager, ou des acteurs qui sont déjà sur le terrain, eh bien, soient extrêmement prudents dans leurs activités. Merci, maître. Aujourd'hui, la loi burundaise prévoit un maximum de 3 ans de détention préventive pour les crimes graves. Mais plusieurs prisonniers d'opinion sont enfermés depuis plus de 5 ans sans procès. Et est-ce qu'il y a des voies de recours possibles pour ces détenus? Oui, là, il y a des voies de recours, possibles. Mais là, il faudrait distinguer. Donc, il y a des gens qui passent en détention trop longtemps, 5 ans ou plus, comme tu le dis, en détention préventive, parce que le système les a oubliés, entre guillemets. Et là, je parle donc des justiciables ordinaires, de droit commun, qui ne sont pas des acteurs politiques. Eh bien, là, une action envisageable serait que eh bien, des militants des droits de l'homme s'engagent sur cette thématique, en fait, et les aident à mettre en œuvre les mécanismes légaux qui existent, notamment la saisine de l'information au parquet ou l'information aux juridictions compétentes, donc des juridictions qui sont censées contrôler le parquet selon la localité, pour que eh bien, ces cas soient signalés et que la libération soit ordonnée. Mais il y a des gens qui sont quand même en détention illégale, non pas parce que le système les a oubliés, entre guillemets, mais parce que le système le veut ainsi. Et ici, donc, le cas, c'est l'exemple, donc ce sont les militants politiques, donc les journalistes et acteurs de la société civile. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses à espérer, de mon point de vue, concernant donc
les correspondances à adresser au parquet ou à la juridiction le cas échéant. Mais il faudrait envisager la saisine des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Comité des droits de l'homme des Nations Unies, lorsque cela est possible. Et dans certains cas, même la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est pourrait être une voie de sortie, parce que sa jurisprudence maintenant permet de se saisir de certains cas de violation des droits de l'homme lorsque ils ont pour implication la violation du traité créant la communauté, notamment concernant les principes de bonne gouvernance et d'état de droit. Ouais, vous parlez de mécanismes nationaux, régionaux et internationaux. Justement, je voulais vous poser une question. Face à cette instrumentalisation de la détention préventive comme arme de répression politique, quelle stratégie de plaidoyer les organisations de la société civile et les instances internationales peuvent-elles mettre en place pour combattre cette dérive et exiger des réformes? Très bien. Donc, le premier moyen, je pense, c'est d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur l'existence du problème. Donc, cela peut se faire notamment par la voie des émissions qui sont faites par qui passent par des radios qui fonctionnent comme elles fonctionnent, par l'usage des moyens nouveaux de communication. Mais cela aussi peut passer par une action diplomatique, notamment par la sensibilisation des pays partenaires du Burundi, pour qu'ils lui rappellent constamment dans leurs rapports bilatéraux, multilatéraux, que le Burundi a quand même des engagements en matière de droits de l'homme. Et l'un de ces engagements, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont présumées innocentes ne soient pas détenues de manière systématique. C'est que ces personnes-là doivent, lorsqu'il arrive que ces personnes soient détenues, que ces personnes soient détenues dignement, conformément aux standards internationaux. Donc, de manière, si je me résume, c'est de continuer les moyens, je dirais, traditionnels de plaidoyer, par la sensibilisation, par le lobbying et par l'action, par l'action, la saisine des instances lorsque les conditions sont remplies. Avant de terminer par les recommandations, je voulais qu'on parle d'une catégorie spécifique de prévenus. Là, je vais parler des femmes enceintes et allaitantes qui sont en détention préventive. Vous notez que le Burundi n'a pas de mesures particulières alors que les prisons sont souvent surpeuplées et mal équipées. Quelles sont les réformes recommanderiez-vous pour protéger davantage ces femmes et leurs enfants? Merci beaucoup. Donc, la première chose, alors sur le plan purement légal et qui n'est vraiment pas difficile à faire, c'est d'étendre sur la détention préventive ce que le droit burundais prévoit déjà en matière de garde à vue. Alors, qu'est-ce que le droit prévoit en matière de garde à vue, c'est-à-dire de rétention à la police? C'est que une femme enceinte de plus de 6 mois
ou qui arrête un nourrisson de moins de 6 mois ne peut pas être placé en garde à vue, sauf si on lui reproche un crime, c'est-à-dire une infraction punissable de 5 ans ou plus, et sur décision du procureur. Donc, l'implication, et on comprend la logique, c'est parce que les cachots de police sont dans un état généralement de salubrité ou de conditions d'hygiène déplorables de manière générale, et on veut l'épargner à la femme dans cet état. Mais compte tenu de l'état des prisons burundaises, moi je pense que on devrait étendre cette mesure à la détention préventive. C'est-à-dire de faire en sorte que la femme enceinte ou qui allait soit quand même plus exceptionnellement détenue. Alors, à mon avis, on ne devrait pas d'ailleurs se limiter seulement à 6 mois, à 6 mois donc de grossesse ou comme âge du nourrisson. Mais on devrait tout simplement dire une femme enceinte ou qui arrête. Hein. Il faudrait faire en sorte que sa détention soit la plus exceptionnelle possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça serait de passer de penser à respecter quand même une des règles fondamentales de ce dont nous parlions au départ. Donc, concernant les règles minimales de détention, de séparer les hommes des femmes dans les maisons de détention. Et cela pourrait se faire de manière relativement simple, d'ailleurs, au Burundi, parce que si on compare les statistiques d'occupation des prisons, eh bien, la prison qu'on considère comme une prison de femmes actuellement au Burundi, donc la prison d'Ongozi, est relativement, bon, entre guillemets, sous-occupée. Bon, mais je dis sous-occupée, c'est relatif, c'est par comparaison à d'autres maisons de détention. Donc, à d'autres prisons. Donc, on devrait d'abord considérer cela comme une véritable exigence, donc de les détenir dans des espaces séparés, en utilisant donc les infrastructures qui existent dans un premier temps, mais aussi de penser à les généraliser. Donc, faire en sorte que le recours à la détention préventive pour les femmes qui soit le plus exceptionnel possible. Et lorsque la détention se révèle nécessaire, et que donc les femmes soient détenues séparément des hommes, et que dans l'organisation donc des détentions, on pense à leurs besoins spécifiques en matière de santé et d'hygiène notamment. Et il y a des mesures donc qui peuvent être prises aujourd'hui, qui ne demandent pas de réformes législatives, notamment l'utilisation des prisons qui existent maintenant, mais il y a des mesures qui demandent la révision notamment du Code de procédure pénale, ou des mesures qui demandent un certain investissement minimal pour faire que, eh bien, la détention des femmes se fasse dans des conditions décentes. Merci beaucoup, maître. Nous acheminons vers la fin. Votre étude formule plusieurs recommandations, dont la révision de la loi, la mise en place d'un contrôle effectif des autorités judiciaires et la stabilisation des citoyens, la sensibilisation plutôt des citoyens sur leurs droits. Comment envisagez-vous la constitution d'organisations comme FOCODE pour faire avancer ces réformes et sensibiliser la population? La contribution de ces organisations. Merci beaucoup. Donc, vous le dites si bien, donc il y a une série de recommandations que formule l'étude. Et je voudrais donc déjà saluer l'action du FOCODE, non seulement pour avoir
fait faire cette étude, mais tout simplement, mais aussi parce que le FOCODE continue, donc malgré le contexte dans lequel l'organisation fonctionne, d'envoyer des études et des rapports aux autorités étatiques. Donc, je voudrais encourager le FOCODE à continuer sur la même voie, donc à attirer l'attention d'abord du Parlement pour lui rappeler que eh bien, la législation que nous avons maintenant ne répond pas aux standards internationaux. Parce que tout simplement, elle permet, même si la législation était respectée, eh bien, le droit burundais resterait, le droit burundais est en arrière dans la mise en œuvre des instruments internationaux concernant justement l'interdiction de la détention arbitraire. Donc, sensibiliser le Parlement pour la révision de la loi sur les points précis que l'étude relève. La deuxième chose, c'est de sensibiliser donc la population pour que la population prenne connaissance de ses droits, pour que la population prenne connaissance de ses droits. Parce qu'en fait, il ne faut pas désespérer. Il y a des choses qui pourraient être faites sans grande révolution politique, si on peut se permettre l'expression. Parce que, comme je le disais il y a quelques instants, eh bien, il y a des gens qui sont en détention parce que le système les a oubliés, entre guillemets. Et le système les oublie parce que, eh bien, dans beaucoup de cas, ces personnes ne connaissent pas leurs droits, donc ne connaissent pas, par exemple, quand est-ce qu'il faut crier pour être présenté au juge, pas seulement pour contrôler le premier titre de détention, mais aussi périodiquement pour que le juge vérifie la régularité de la détention. Alors, la sensibilisation de l'opinion, donc l'élaboration des fiches sur les droits des détenus et les redistributions dans les prisons. Alors, je ne sais pas si le FOCODE pourrait le faire tout de suite, mais peut-être que la collaboration avec des acteurs présents sur le terrain pourrait faire que ces petits documents-là puissent être élaborés et distribués. Et il faudrait aussi donc sensibiliser les acteurs sur le terrain. J'ai parlé de la population, mais il faut aussi parler donc des acteurs étatiques, mais aussi du barreau, donc de l'ordre des avocats. Et là, une des observations de l'étude est que très peu de personnes aujourd'hui ont accès à l'assistance d'un avocat dans la phase de la détention préventive. Il y a un problème d'assistance judiciaire de manière générale en droit burundais, mais plus strictement concernant dans la phase d'instruction, donc dans la phase où se discutent les questions de détention préventive, eh bien l'accès au service de l'avocat est encore plus réduit. Et que pourrait faire le barreau. Dans beaucoup de barreaux de la planète ont des systèmes d'aide légale soutenus par des fonds étatiques ou pas, des fois des initiatives du barreau pour faire de l'aide juridique gratuite, demander à un avocat de prendre un dossier par an ou 2 dossiers par an, ce n'est pas énorme. Et ça pourrait quand même avoir un impact important, compte tenu notamment de l'élargissement du nombre d'avocats que nous avons maintenant. Et la FOCODE pourrait aussi continuer pourrait soutenir ou sensibiliser d'autres acteurs pour le soutien des justiciables qui veulent faire des recours aussi bien sur le plan interne que sur le plan régional, pourquoi pas.
Mais Focodé devrait aussi, pourrait aussi, je comprends le contexte, c'est difficile, et je parle de Focodé, mais en pensant à d'autres acteurs également, pourrait continuer à rappeler à une institution quand même fondamentale concernant le sujet qui nous occupe maintenant, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, pour qu'elle s'acquitte de sa mission, spécifiquement sur cette problématique de la détention, de l'abus du pouvoir de détenir. Eh bien, l'expérience a déjà montré que, eh bien, la CNIDH a quand même l'oreille du pouvoir. Donc, il y a des exemples il y a des cas, je peux donner un exemple, en septembre de 2023, eh bien, une action de la CNIDH a fait que de manière immédiate, 300 personnes qui étaient détenues illégalement au commissariat municipal de la police de Bujumbura soient libérées. Et donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais elles se ramènent à rappeler les acteurs à leur devoir et soutenir les justiciables qui veulent exercer leurs droits et surtout les éduquer sur ces droits, les éduquer sur ces droits et notamment sur des choses pratiques, notamment concernant les délais de privation de liberté. Maître Bernard Naïla, je vous remercie pour votre disponibilité d'abord et puis pour ces informations tellement pertinentes. Nous avons essayé de survoler un tout petit peu votre étude, mais est-ce que les gens qui vont en lire, qui vont écouter cette interview pourront aussi avoir accès à cette étude et pour pouvoir lire et avoir plus d'informations? Oui. Je crois que l'étude va être rendue accessible par le FOCODE pour être consultable en ligne. Et j'invite donc les auditeurs à lire parce que l'émission n'a permis que de donner certains constats majeurs et certaines recommandations importantes, mais on n'a pas pu parcourir donc tout le contenu de l'étude. Je vous remercie, maître, et j'espère que vous serez disponible la prochaine fois qu'on fera appel à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter de ce sujet. Et je répondrai bien sûr aux invitations dans le futur. Merci beaucoup.